Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Sportez-vous bien spécial confinement, la deuxième émission après l'émission de la semaine dernière. Vous voyez ceux qui nous regardent, qu'il y a de nouveaux chroniqueurs. Il y a Lucas Serdic qui travaille pour nos confrères de la Dépêche. Alors c'est des nouveaux chroniqueurs là en vidéoconférence, mais pour ceux qui suivent l'émission Sportez-vous bien, ce sont des habitués. On commence avec Timothée Roubière. Salut Timothée. Salut Jean. Maxime Brossard. Salut Maxime, et on reviendra. Alors, ne répondez pas, je vous dis, on fera ça à la fin. Mehdi Guillonneau qui est là cette semaine. Salut Mehdi. Bonsoir Jean. Marek Keta. Salut Marek. Et j'ai failli faire l'erreur de la semaine dernière, mais je me rattrape. Et Maxime Brossard. Salut Maxime. Salut. J'espère que vous allez bien, messieurs. On termine toujours par Maxime Brossard et son salut légendaire. C'est un peu comme Christina Cordula. Vous devriez marquer copyright de ce salut. Vous allez gagner beaucoup d'argent là-dessus, non? Ouais, une marque déposée, copyright, salut. On fera des t-shirts, des casquettes, des mugs. Voilà. Comment ça va, Marek et Mehdi, qui vous n'étiez pas là la semaine dernière? Comment se déroule ce confinement? Et on le rappelle, il y a l'allocution du président de la République tout à l'heure, il y a quelques minutes, qui nous a annoncé qu'on devait encore être confiné jusqu'au 11 mai prochain. Restez chez vous, bien entendu, Mehdi et Marek. Écoutez, ça va, hein, Jean. Voilà, encore reparti pour un mois. Et on a hâte tous que le sport reprenne. On a hâte d'avoir des décisions définitives. On va sûrement en parler pendant l'émission. On a eu des nouvelles un peu, notamment sur la Ligue 1. Mais voilà, on a juste hâte d'arriver à cette fin de saison et voilà, que les choses reprennent, quoi. Mais sinon, ça va. Sinon, ça va. C'est le principal. Mehdi Guillonneau, Ouais. c'est peut-être long aussi pour vous, quoique. Comment ça va là, pour ce confinement? Eh bien, ça se passe très très bien. Voilà, j'apprends à faire la cuisine. Et non, je n'ai pas vu le président de la République justement parce que j'étais en pleine tâche culinaire. Donc j'ai entendu évidemment toutes les informations, on me les a relayées. Mais voilà, non, sinon franchement ça se passe super bien. On s'occupe, on arrive à trouver plein de choses à faire et on est paré même pour le mois à venir. Et Timothée, Maxime, comme la semaine dernière, tout va bien, Timothée? Tout va bien, écoutez, hein, tout le monde est confiné jusqu'au 11 mai, mais on est bien occupé, on a hâte que le sport reprenne, comme disait Marek. Je vois que vous êtes prêts. On va pouvoir commencer comme d'habitude avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Les coups de cœur et les coups de gueule, ils sont un petit peu modifiés, vous vous en doutez bien, parce que l'actualité sportive de la semaine, elle est un petit peu comme ce qui se passe depuis un mois. Elle est absolument gelée. Aucun chroniqueur voulait faire un coup de cœur sur le championnat biélorusse. Donc, on a essayé d'innover. Et dans l'innovation, je l'ai demandé tout à l'heure aux chroniqueurs, pas plus tard que tout à l'heure, de me chercher un sportif ou une équipe qui les a marqués, qui les ont marqués dans une saison, soit sur une compétition comme une Coupe du Monde ou une Coupe de France, etc., soit sur une saison complète, soit sur une période. Et je vais commencer à ma droite avec Maxime Brossard. On va partir en 2015, on va parler rugby. Ouais, alors Jean, avant de parler rugby, je voulais vous parler de l'UFC. Je vous en avais parlé dans l'émission précédente. Du coup, c'est pas vraiment un coup de cœur ou un coup de gueule puisque l'événement a été annulé. L'UFC 249 qui devait avoir lieu donc entre Tony Ferguson et Khabib Nurmagomedov. Finalement, Khabib, lui, a décidé de rester en Russie, donc on a décidé de le remplacer dans la semaine. C'est donc Justin Gaethje qui a pris la place de Khabib. Mais finalement, en fait, le combat n'aura pas lieu puisque l'île qui devait être privatisée en fait par Dana White, qui est le président de l'UFC, n'a pas pu être privatisée tout simplement. Voilà. Et il y a aussi le fait que il avait réfléchi en fait à une hypothèse de délocaliser le combat dans une réserve indienne. Et donc oui, c'est-à-dire qu'en fait les réserves indiennes aux États-Unis appartiennent donc aux tribus ancestrales, aux vrais Américains si j'ai envie de dire. Et du coup ils ne sont pas forcément soumis aux lois comme tous les autres citoyens américains en fait. Et donc ils devaient faire ce combat dans la réserve de Sequoia, c'est situé en Californie. Mais finalement, là aussi, les autorités ont décidé que ce n'était pas possible. Et donc, l'événement est tout simplement annulé et reporté. Donc,
comme tout le monde, l'UFC ne va pas réussir à contourner la loi, à contourner le virus, si j'ai envie de dire. Et puis, voilà, les choses sont rentrées, malheureusement, dans l'ordre, un peu comme toutes les compétitions sportives actuellement, quoi. Au moins, ils auront essayé. Timothée Rouvière. Oui, ça semblait un petit peu fou, même si l'UFC est une organisation assez puissante, de pouvoir organiser comme ça un combat en toute impunité, alors que toutes les compétitions sportives à travers le monde sont supprimées. Moi, je trouve que c'est une décision logique et normale. Et le sport, en même temps, toute discipline confondue, reprendra vraiment après le confinement. Il n'y a pas de souci pour ça. On revient vers vous, Maxime Brossard. On reste dans le sport de combat, mais d'une façon un petit peu plus noble, entre guillemets. On va parler d'une équipe qui vous a vraiment fait plaisir. C'était en 2015 et je pense qu'elle a fait plaisir à beaucoup d'amateurs de sport en général. Oui, voilà, Jean, quand vous nous avez dit donc, de donner une équipe qui nous avait marqué ou un athlète, finalement, moi, je vais conjuguer les deux. Je vais vous donner les All Blacks en 2015 qui ont été sacrés champions du monde et je vous donne aussi mon athlète qui est Dan Carter qui a été éblouissant lors de la compétition. Tout simplement, en fait, j'ai choisi de prendre cette équipe puisque finalement, elle est pleine de symboles. Ils sont habillés en noir, mais j'ai envie de dire que c'est du noir que la lumière a rejailli sur le rugby, en fait, puisque après plusieurs années où le rugby était cantonné, était revenu dans un jeu très physique qui faisait la part belle vraiment au tonnage, si j'ai envie de dire, avec des athlètes presque bodybuildés. Les All Blacks sont arrivés en 2015 en fait en reprenant des concepts qui étaient utilisés dans le rugby d'antan, si j'ai envie de dire, et qui faisaient la part belle donc à des joueurs à la fois mobiles, rapides, athlétiques et techniques. Et ça sur toutes les lignes, c'est-à-dire le première ligne, à l'exemple de Dan Cole qui était talonneur, était capable de faire une passe vissée de 25 mètres, tout comme l'ailier, tout comme l'arrière pouvait venir pousser dans un maul. C'était 15 joueurs on n'avait pas forcément l'impression qu'ils avaient de poste défini, tellement ils pouvaient être presque interchangeables en fait. Et donc, au-delà de ça aussi, ce qui est beau, c'est le parcours donc, de cette équipe qui a été totalement qui était époustouflant. Bon, déjà, ils ont gagné tous les matchs de poule. Ils ont été aussi la première équipe à conserver leur titre mondial. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du rugby. Ils avaient gagné en 2011. Exactement, ouais, voilà. Et justement, je voulais revenir sur 2011. Ils l'avaient gagné face à la France. On se rappelle forcément de ce match. Il avait gagné face à la France petitement chez eux. Il y avait eu le fameux tremblement de terre à Christchurch. On avait dit qu'ils avaient été un peu obligés finalement donc de leur donner le titre, puisqu'en plus ils s'organisaient, ça coûtait très cher pour le pays. Et ils étaient clairement en reconstruction depuis 2007 où ils avaient été battus, où on les avait battus en quart de finale de la Coupe du Monde. Ils étaient justement en 2007, ils étaient tombés aussi dans ces travers du tout physique qu'on appelait, c'est-à-dire ils avaient mis à des postes clés, notamment beaucoup de joueurs ultra physiques. Je vais vous donner un exemple qui va vous parler de suite. Alors, vous prenez les demi-mêlées. L'époque, en 2007, c'était Byron Keller, le demi-mêlée de All Black. En 2015, c'est Aaron Smith. Byron Keller, il doit faire 1m90, presque 100 kg. Aaron Smith fait 1m72, 73 et il doit faire à peine 80 kg. Donc, vous voyez, c'est vraiment c'est un retour à l'essence même du rugby. Voilà, c'est énorme, quoi. Oui, c'est assez incroyable. Et donc, pour revenir aussi sur le parcours qui a été assez magnifique, je voulais tout simplement aussi parler donc de la finale. On a vu, il y avait une certaine passation de pouvoir lors de cette finale, puisque à la 79e minute, si vous vous rappelez bien, il y a un certain Beauden Barrett qui a marqué un essai. Et c'était finalement avant de prendre la place de Dan Carter qui, lui, un peu avant, à la 70e minute, a mis un drop qui va rester dans la légende. En fait, un drop quasiment sans élan, à 40 mètres des poteaux, un magnifique drop. Et il y avait eu aussi, donc voilà, si je vous rappelle quelques souvenirs, il y avait l'anecdote aussi de la fameuse médaille que Sonny Bill Williams avait donnée à un enfant. En fait, il y avait un enfant qui était dans les travées. Il avait voulu rejoindre ses idoles et il avait été arrêté par la sécurité. Et Sonny Bill avait gentiment donné sa médaille au gamin, en fait. Et même, il avait donné son bonnet aussi. Voilà, ça avait été un geste fort. Et je vais vous donner une petite anecdote aussi qui devrait vous plaire. Il faut savoir que vous savez que Dan Carter est gaucher. Et le dernier coup de pied qu'il a mis de sa carrière sous le maillot des All Blacks, il l'a tapé avec le pied droit. En fait, il avait fait un pari quelques mois avant avec Aaron Smith. Et ils avaient dit, est-ce que tu as déjà essayé de taper une transformation du pied droit? Et Dan Carter a dit, si on va en finale et qu'on a la chance de pouvoir taper le coup de pied de la victoire, je le taperai du pied droit.
Et donc, du coup, sur les 1598 points qu'il a marqués, Dan Carter, en All Black, les 2 derniers points qu'il a mis, il les a tapés du pied droit, il les a tapés de son pied droit. Et au moment de marquer, en fait, il s'est tourné vers la tribune. Il a regardé son père et il l'a salué parce qu'en fait, son père, depuis tout petit, il lui disait il faut qu'au rugby, tu apprennes à taper des 2 pieds. Et donc, du coup, c'était un beau pied de nez à l'histoire. Voilà pourquoi je vous ai parlé de cette équipe d'All Black qui, pour moi, est mythique. Et par rapport à la médaille, je crois que la Fédération internationale de rugby avait refait une médaille pour redonner aux joueurs parce que, enfin, moi, perso, à titre personnel, le jour où je suis champion du monde, il peut y avoir n'importe quel gamin qui me demande la médaille. Je la donnerai pas. Bon, la question ne se pose pas parce qu'aux dernières nouvelles, je serai champion du monde d'aucun sport. Merci Mehdi. Mais voilà, c'est vraiment un geste extrêmement fort de sa part. C'est la meilleure équipe de rugby que vous ayez vue parce que vous avez mis en avant là, les All Blacks en 2015, mais je parle de sélection, de club aussi. C'est la meilleure équipe que vous ayez vue. C'est la meilleure équipe pour moi. J'irais même plus loin. C'est la meilleure équipe de tous les temps. Ils ont le meilleur ouvreur, même si Donnie Wilkinson était bon. Pour moi, Dan Carter était plus complet, plus technique, plus rapide, meilleur en défense, mais même presque meilleur au pied. Aaron Smith, pour moi, et même quand il arrêtera sa carrière, deviendra pour moi le meilleur demi-de-mêlée de l'histoire, tout simplement. Derrière, il y avait devant plutôt, pardon. Il y avait quand même Richie Mako qui jouait encore. Il jouait ses derniers matchs. Bon, il y avait Sonny Bill que je vous ai cité. Il y avait mon joueur préféré qui est Ben Smith. Il y avait Boden Barrett sur le banc. Il y avait Colin Slade sur le banc. Il y avait Brody Retallick, Dan Coles. Bon, je ne vais pas tous vous les citer. Keino, Vito. Mais il y avait un petit banc. Et c'est vrai que je me suis trompé. Je peux être champion du monde. Et Mehdi Guillonneau, pour bien évidemment le balancer et le cafeter, m'a dit si tu es champion du monde de la connerie. Donc c'est vrai que j'ai un titre de champion du monde. Et c'est vrai que je le défends quasiment tous les jours. Hein. On est d'accord là-dessus. Justement, Mehdi, on était en 2015 avec Maxime pour le rugby. On va l'année suivante. On va en 2016. Par contre, ce n'est pas du rugby. On change de sport. On va sur les parquets. On va parler de basket. On va partir aux États-Unis, bien évidemment. Ouais, et moi j'ai choisi une équipe, mais une équipe qui est tellement liée à un joueur qu'au final on va presque parler essentiellement de ce joueur-là. Je vais parler du titre de Cleveland en 2016, qui avait gagné son premier titre. Excusez-moi de vous couper. On va aussi le dire à ceux et celles qui nous regardent. Vous avez hésité pendant à peu près 2 heures pour nous dire qui choisir parce qu'entre Dortmund sur le foot, entre Fourcade, entre machin et entre bidule, vous avez attendu 2 heures pour nous sortir Cleveland. Donc profitez bien, parlez de Cleveland. Allez-y, pardon. Ah bah oui, mais il y avait plein d'autres sports. Je voulais faire du tennis. On avait parlé de Marine Cilic, de Thomas Vauclair en 2011. Enfin bon, il y en avait plein, mais on s'est dirigé vers le basket parce que l'histoire est quand même assez incroyable. Je vais juste rappeler un petit peu la saison. Donc les Cleveland Cavaliers, c'est l'équipe de LeBron James. L'année d'avant, ils avaient formé un Big Three, c'est-à-dire avec trois énormes joueurs dans l'équipe. Donc il y avait le retour de LeBron James à Cleveland qui était parti à Miami auparavant et qui était revenu. Il y a Kyrie Irving qui était déjà à Cleveland. Et ils ont aussi fait venir Kevin Love. Donc c'est ces 3 joueurs hyper puissants et c'est ce qu'on appelle dans le basket moderne un Big Three. Donc lors de cette saison, Cleveland domine la conférence Est, ils sont largement devant. En playoff, ils sweep tranquillement Détroit et Atlanta. En finale, ils ont un petit peu plus de mal en finale de conférence. Ils battent Toronto. C'est déjà le début du Toronto qui a été champion cette année en 2019. C'est vraiment les débuts du Toronto plus tard qui arrivera au titre. Ils s'en défont, mais avec un LeBron James extraordinaire. Déjà en finale, ils gagnent 4-2 et puis là vient la finale magique avec un scénario assez fou. Je suis en sourdine, c'est mieux avec le son. Quand vous dites pardon qu'ils gagnent 4-2, il faut rappeler pour ceux qui ne suivent pas vraiment le basket, c'est 4 victoires à 2. Hein. En fait, ce sont des matchs normaux, mais il faut 4 victoires pour passer au tour suivant en demi-finale, en finale de conférence, en finale NBA, etc. Exactement. C'est en 7 matchs gagnants, ce qu'on appelle en 7 matchs gagnants. Donc cette finale, elle est extraordinaire parce que déjà, ils réaffrontent l'équipe qu'ils avaient affrontée l'année d'avant, qui les avait battus en finale, c'est les Warriors, les grands Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, pas encore ceux avec Kevin Durant. Et ils sont menés dans cette série 2-0, puis 3-1. Donc c'est un retard impossible à remonter. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire des playoffs. Ils sont menés 3-1. Il y a une chose qui va un petit peu tout changer,
c'est l'expulsion dans le quatrième match de Draymond Green, qui est un joueur majeur et le meilleur joueur des Warriors lors de cette finale-là, et qui ne joue pas le match 5. Et les Cavaliers, avec 41 points, 13 rebonds, 7 passes de LeBron James, donc un match incroyable, arrivent à revenir à 3-2. Ils reviennent, parce que c'est un match une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Ils reviennent chez eux, ils arrivent à gagner aussi le 6e match, donc on est à 3-3. Et le dernier match se joue donc à Golden State. Et c'est honnêtement, ce match-là, si vous avez le temps sur YouTube, etc., il y est. En ce moment, je pense que certains ont le temps. Donc, je pense qu'on va pouvoir le faire, oui. Il y est, il faut aller le voir parce qu'il y a une finale extraordinaire où les amoureux du basket et même en dehors ont vu le compte de LeBron James sur André Iguodala où on a l'impression qu'il vole au-dessus du parquet. Il y a aussi, là c'est pas LeBron James, mais c'est Kyrie Irving qui inscrit le tir de la gagne à 50 secondes à la fin, un tir à 3 points un peu à la Curry, hein, c'est-à-dire un peu n'importe comment. Et Cleveland gagne donc 93-89 chez les Warriors et remporte le premier titre de son histoire. Et j'ai listé pourquoi ce titre est incroyable à plusieurs ordres. Et dans le basket, on va dire des années 2000, c'est peut-être le titre qui restera le plus dans la légende du basket pour plusieurs raisons. Déjà parce que la ville de Cleveland était considérée comme une ville maudite aux États-Unis. Ils n'avaient pas gagné de titre depuis 52 ans, tous sports US confondus. Donc, c'est assez énorme. Donc, c'est le premier titre aussi de l'histoire des Cleveland Cavaliers. Et il y a l'histoire aussi autour de LeBron James, qui est un gamin de la région. Il est d'une ville très proche de Cleveland et il gagne avec cette équipe-là. Et ce qui est très rare aussi en NBA. Et on se souvient du Cleveland This is for you qu'il avait prononcé et qui maintenant sert à des clips, etc. Alors voilà, quand il a gagné le titre, on sentait vraiment qu'il avait envie de le partager avec tous les gens de Cleveland et pas seulement ses coéquipiers. Et puis il y a le scénario aussi de la finale de 2015 où Kyrie Irving et Kevin Love se blessent et donc il est tout seul. Il est pratiquement tout seul face aux Warriors, qui ont une équipe incroyable. Et il réalise des finales, mais il est le meilleur dans toutes les catégories statistiques de la finale. Points, rebonds, passes, contre, interception. C'est lui qui domine toutes les catégories statistiques. Tous les ballons passent par lui. Et il perd de 4-2 cette finale-là. Et c'est déjà un exploit parce que tout seul, pratiquement tout seul, il arrive à arracher 2 matchs. 2 matchs lors de cette finale-là, mais il la perd. Il la perd et ça restera aussi, lui, dans sa chair parce qu'il finit complètement cramé physiquement. Et voilà. Et peut-être que cette défaite de 2015 a permis aussi de créer ce qui s'est passé en 2016. Et l'autre chose aussi, c'est que ces Warriors-là, cette équipe-là qu'ils ont battue, c'est l'équipe qui a… On parle des Bulls de Michael Jordan, mais les Warriors ont battu un record cette année-là des Bulls de Michael Jordan. Ils ont gagné 73 matchs en saison régulière sur 82. Donc, en fait, c'était au début des playoffs, mais personne n'imaginait qu'ils allaient être battus. En fait, ils allaient se diriger. En fait, ils étaient assurés d'être champions NBA quasiment, quoi. Ben, c'est pratiquement ça. Et puis, il y a eu tout ce drame. Et moi, c'est pour ça que je voulais en parler parce que, honnêtement, dans la NBA moderne, je pense que tout le monde, tous les grands spécialistes de basket retiendront vraiment cette finale-là parce que c'est celle-là où il y a eu en plus le plus de dramaturgie, le plus d'histoire autour et c'est vraiment extraordinaire. Puis en plus, quand l'émotion est mélangée à la victoire, c'est quand même assez exceptionnel. Quand on peut tout avoir, Jean, c'est le bonheur. Hein. Et là, il y a du bonheur, mais c'est vrai qu'on aime le sport pour ce genre de scénario. Ce sont des scénarios hollywoodiens. Alors en plus, on est aux États-Unis, on sait qu'ils font un petit peu le show, etc. Donc en fait, tout est magique là-dessus. On était en 2015 avec le rugby pour Maxime Brossard. On était en 2016 avec Cleveland pour le basket avec Mehdi Guillonneau. On va l'année suivante. On va en 2017. On va avec vous, Timothée Rouvière. Et là, on ne va pas parler d'une équipe. On va parler d'un sportif titanesque. Et la chance qu'on a, il est français. Pour moi, c'est la meilleure année de Martin Fourcade. C'est la saison où il s'est, on va pas dire révélé, mais où il a permis vraiment de rendre le biathlon populaire. Déjà, la saison, on peut dire qu'elle commence très bien. Première course, première victoire. C'est le relais mixte simple avec Marie-Dora Habert. Ensuite, pendant les 3 premiers mois de l'année, il va enchaîner les victoires. Il va compter jusqu'à 100 points d'avance sur Johannes Beu, donc son principal rival. On est déjà là en 2016-2017 où première joute entre les 2 champions, même si Johannes Beu est encore un petit peu jeune, un petit peu tendre, il a déjà 22 ans. Et en décembre, Martin Fourcade atteint 55 victoires en carrière.
55 victoires, c'est phénoménal. Par exemple, le meilleur biathlète français jusqu'alors, c'était Raphaël Poiré. Il avait 44 victoires et il atteint son 100e podium en carrière. Je pense qu'il y a très peu de sportifs de haut niveau qui peuvent se targuer d'un palmarès pareil. C'est un peu l'année de tous les records parce que voilà, 10 victoires dans chacune des 5 disciplines du biathlon, c'est quand même quelque chose de phénoménal. L'individuel, la poursuite, la mass start, le relais. Donc voilà, là on voit vraiment que Martin Fourcade est un athlète complet. Il enchaîne 7 victoires d'affilée, comme Ole Einar Bjørndalen, qui est le géant norvégien du biathlon en 2006-2007. Et là, on arrive au championnat du monde à Orfilsen. Et là, c'est un petit peu la consécration, même s'il avait déjà eu des victoires en individuel. Là, il fait médaille d'or sur la poursuite, il fait médaille d'argent sur le relais mixte et sur le relais, et médaille de bronze sur le sprint et l'individuel, ce qui montre que malgré tous les efforts qu'il a fournis au début de la saison, il est quand même performant dans un moment tard de la saison, au mois de mars. Si on doit faire un bilan de sa saison, Martin Fourcade, c'est 14 victoires sur toute la saison, un record de points avec 1322 en une saison, ça n'a jamais été égalé. Sur 26 courses, il fait 22 podiums, ce qui montre quand même une très très grosse régularité. Il y avait quand même une certaine concurrence à l'époque avec Simon Schepp, avec Anton Chipoulin, avec Johannes Beu qui arrivait, avec Einar Bjørndalen qui était sur la fin, il est vrai, mais qui était quand même assez performant. Et surtout, il remporte le Grand Chelem pour la 3e fois, donc le Grand Chelem en biathlon. Ça veut dire qu'il a remporté le classement général de la Coupe du Monde et tous les petits globes de la spécialité. C'est comme si on comparait au foot, c'est comme si Kylian Mbappé gagnait la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, voilà, absolument tout. Et pourquoi moi voilà, je retiens une saison comme ça, c'est qu'il a surdominé cette saison. Il n'y a aucun sportif qui a pu dominer comme ça cette discipline. Et vraiment, il a réussi à faire rentrer le biathlon dans le cœur des gens. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment vu une génération arriver avec les Quentin Fillon-Maillet, les Simon Détieux. Donc pour moi, c'est sa meilleure saison et il n'y a rien à dire là-dessus. En sachant que l'année suivante, c'est une année post-olympique où il a fracassé absolument les JO de Pyeongchang. Voilà, une fois champion olympique plusieurs fois. Je vous prends peut-être au dépourvu, Timothée, et les autres pourront peut-être réagir. Quoique on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste poser la question à Timothée. On parle de Martin Fourcade. Vous parlez de Martin Fourcade. On pense à Teddy Riner, à Sébastien Loeb. Est-ce que pour vous, c'est le plus grand sportif individuel, je parle, parce qu'après on peut parler des équipes de France de handball, de foot, etc., de volley, voilà. Et est-ce que pour vous, c'est le sportif individuel le meilleur de tous les temps? On a Sébastien Loeb qui est multiple champion du monde, Teddy Riner sans commentaire. Est-ce que vous, c'est Fourcade ou justement un autre? Moi, je pense que c'est compliqué de comparer parce qu'on a tellement de sportifs dans tellement de disciplines et c'est pour ça que la France est un formidable pays de sport parce que toutes les disciplines, on a un grand champion. Moi, je le classe dans mon top 5 au même titre que Sébastien Loeb, que Teddy Riner. Voilà. Mais en tout cas, c'est un sportif qui a marqué son époque, il a pris sa retraite et qui va ensuite la marquer parce qu'il va participer à d'autres. Voilà, à l'instance des athlètes, il va aider à la préparation des Jeux Olympiques en 2024 et il est derrière cette génération qui arrive et qui est très performante aussi. Et Martin Fourcade qui a tiré sa révérence il y a quelques semaines en plus avec la période de confinement. C'est vraiment pas la fin rêvée pour une carrière comme vient de nous le dire. Enfin, il nous a parlé d'une saison, mais croyez-nous, la carrière est immense bien évidemment. Et enfin, je me tourne pour ce dernier. On a fait 2015, on a fait 2016, on a fait 2017 et on va faire 2004, bien évidemment, il n'y a aucun lien dans ce qu'on vient de dire, mais on va partir en 2004. Je me tourne vers vous, Marek Keita. Là, on va parler football. Et c'est vrai que c'est un coup de cœur qui me fait plaisir aussi à titre personnel. On va partir en Angleterre et on va parler d'Arsenal. Et oui, Arsenal. Ben, écoutez, à moi aussi, Jean, c'est un coup de cœur vrai. En 5 minutes à peu près. Allez-y. En 5 minutes, bon, ça va, on a le temps. Mais déjà, en fait, c'est un coup de cœur parce que c'est un souvenir d'enfance. En fait, c'est un souvenir entre un père et un fils surtout. Ben là, regardez, ça, c'est… Bon, on va pas citer le jeu, mais regardez, ça, c'est une belle archive. Vous voyez, ça date de 2004. Et c'est mon premier jeu. C'est mon premier jeu vidéo, en fait, tout compris. C'était sur GameCube à l'époque. Et donc, c'est la saison qui correspond à l'année des Invincibles d'Arsenal. Donc voilà. Je l'avais eu dans un magasin qui n'existe plus, qui s'appelait Playbase, donc on peut le citer. Et c'est aussi ce t-shirt collector, voilà. C'est que je tiens de mon père. Donc voilà, il y a toute une histoire derrière cette année-là. Et donc ouais, cette saison 2003-2004 qui a valu aux joueurs d'Arsenal ce surnom des Invincibles. Une saison qui avait commencé par un match charnière. On était à un moment où Arsenal n'avait pas beaucoup de moyens financiers.
Les autres équipes de Première Ligue avaient investi pas mal. C'était l'année 2003-2004, c'est l'année où Ronaldo est arrivé à Manchester. Alors Arsenal, en revanche, nous, on avait, bon, je dis nous, mais voilà, parce qu'on parlait avec le cœur, mais on venait de recruter Fabregas. Mais voilà, il n'y avait pas eu de gros changements dans le dispositif. Et Il y avait déjà cette année-là, une certaine ossature à Arsenal à cette époque-là, exactement, voilà. rivalisé avec Manchester United. Absolument. Et avec le Chelsea aussi, qui est un beau Chelsea là, des années 2000, qui commençait à devenir un très gros club. Et donc, cette saison, elle commence avec un match charnière qui est face à Manchester United, justement, un match que les Anglais ont rebaptisé Battle of Old Trafford parce que ça a été le match qui a lancé la saison d'Arsenal, un match qui s'est conclu par un 0-0, mais extrêmement tendu, où voilà, les Gunners ont presque failli perdre. En fait, Vieira, qui était le capitaine à l'époque, Patrick Vieira, prend un rouge à 10 minutes de la fin pour un coup de mauvaise faute sur Van Nistelrooy. Le même Van Nistelrooy qui rate un penalty, qui envoie le ballon sur la barre. Et donc ce 0-0, il n'est pas anodin. C'est ce qui a lancé ensuite la saison d'Arsenal avec un 11 très équilibré qui était constitué de la légende Jens Lehmann dans les buts. On avait une charnière avec Sol Campbell et Kolo Touré. À gauche, c'était Ashley Cole avant qu'il nous fasse un petit coup de traître et partir à Chelsea. À droite, c'était Lauren. Voilà, deux latéraux qui aussi ont un peu pas initié, mais voilà, font partie de ces premiers latéraux à avoir apporté des apports offensifs et défensifs en même temps. Et légendaire, après, c'est le milieu de terrain, Patrick Vieira, Gilberto Silva, qui est juste magnifique. Ljungberg à droite, qui est un peu le Milner que connaît Liverpool aujourd'hui. Ouais. Un peu le James Milner, c'est-à-dire qu'il était utilisé un peu partout quand il y avait des blessés. Il était capable de venir combler les trous. On avait un Robert Pires à gauche et évidemment devant la légende de Dennis Bergkamp et évidemment Thierry Henry qui finit meilleur buteur avec 39 buts cette saison-là. Voilà, donc les Gunners qui ont été sacrés champions 4 journées avant la fin du championnat face au rival Tottenham grâce à un match nul. Et ensuite, le défi de Wenger, c'était de faire une saison parfaite. Et c'est ce qui a été fait. Et voilà. Donc on s'en souvient. C'est une énorme performance. Et en plus, tout à l'heure, pour ces coups de cœur, coups de gueule, Mehdi voulait choisir Dortmund. Il avait pensé à Dortmund en 2013. Dortmund qui avait aussi réussi à être invaincu lors de cette saison en Bundesliga et bien évidemment qui avait été champion d'Allemagne. Arsenal qui est encore aujourd'hui la dernière équipe en Angleterre. Il y en avait eu, on en avait parlé dans l'émission Sportez-vous bien, c'était Preston dans les années 1800, fin des années. C'était en 1889, ouais, Preston North End. Il y avait Liverpool, mais bien évidemment Watford a fait le boulot pour Arsenal. Liverpool qui a battu Arsenal, Watford qui a battu Liverpool 3-0 et qui a mis fin à l'invincibilité de Liverpool et qui avait rassuré un petit peu tous les supporters d'Arsenal en Angleterre et dans le monde. C'est vrai que cette équipe d'Arsenal avait été absolument incroyable et elle avait perdu, pour la petite histoire, la série avait commencé avec le 0-0 contre Manchester et la fin de série d'invincibilité avait été terminée l'année suivante à Manchester United. Donc la boucle était bouclée, c'était Manchester qui a démarré et Manchester qui avait terminé cette incroyable épopée d'Arsenal. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Arsenal, c'est pas trop ça. Malheureusement, c'est pas dans les standings que mérite ce club. Merci, messieurs. On se retrouve dans moins de 10 secondes avec les questions du jour. Sportez-vous bien ? La question du jour. Après les coups de cœur et coups de gueule, les questions du jour. D'habitude, c'est la question du jour, mais là, en période de confinement, on profite pour faire plusieurs questions du jour. On a beaucoup de sports. On a 5 questions, donc que des sports différents. On va commencer par la voile. On va parler un peu de voile, messieurs. La tête de Maxime. Allez, qu'est-ce qu'il y a, Maxime? Ouais, ben c'est comme la pêche un peu pour moi, quoi. La voile, même combat. Hein. On va parler de voile, et en plus, on va parler de voile en 1968. On va partir en 1968, la première édition du Golden Globe Challenge. D'accord? Premier à quelques jours de l'arrivée, largement en tête, Bernard Moitessier est largement en tête donc de cette course, mais il ne gagne pas, il ne sera même pas classé. Pour quelle raison? Quoi la course? C'est la Golden Globe Challenge. On sait ce que c'est, ça, ou pas? C'est la première édition en 68. Voilà.
Ouais, mais Il gagne pas, c'est ça? Il gagne Il est pas. largement en tête. Il a quelques Ok. jours d'avance. Il est largement en tête, mais il ne gagnera pas la course. Et il ne sera même pas classé. Pour quelle raison? Il a triché. Il a triché. Non. Donc il a Parce qu'il gagné s'arrête. la course. Mais non, il n'a pas gagné. Il s'arrête sur une île déserte et il coule des jours heureux. Bonne réponse. C'est ça. C'est ça. Mais vous avez triché. Même pas, vraiment même pas. C'est pas possible. C'est Non, énorme. mais vous avez triché. Non, Montrez-moi mais votre vraiment, écran. non. Montrez-moi votre écran. Mais pas de souci, moi je Non, vois non, mon le faites pas, écran le faites pas, le faites pas. Non, c'est vrai, vous n'avez pas triché. Non, absolument pas. Mais c'est exceptionnel. Non, c'est ça, un burn-out complet. Il a tout laissé tomber en pleine course et il s'est barré dans les îles Pacifiques. Et en fait, un C'est écrivain, pas il vrai. est à 69 ans en 1994 et il quitte la course pour 10 mois de navigation. Et en fait, comment on sait qu'il annule la course? C'est que il croise un bateau, un cargo, et il balance un mot sur le pont de ce cargo qui dit « Je continue sans escale vers les îles Pacifiques parce que je suis heureux en mer et pour peut-être sauver mon âme. » Il a complètement craqué et il a tout laissé chez lui. Il avait une famille, etc. Il a tout laissé. Il a dit « Je suis premier. En fait, ça m'énerve. » Et il s'est barré et il a fini dans les îles Pacifiques, voilà, à couler des jours heureux. Il a fait beaucoup d'ouvrages. Hein. Il était explorateur et surtout écrivain où il a fait beaucoup d'ouvrages. Mais bonne réponse de Timothée Rouvière que je soupçonne énormément. Et il connaissait Pour moi, c'est évident. Mais oui, Pour moi, mais c'est Timothée, vous évident. connaissez l'histoire, c'est pas possible. Non, vraiment pas. Non, je vous C'est jure. son grand-père. Je vous jure. Mais non, franchement, non. C'était son grand-père. Mais non, mais vraiment, pour moi, ça coule de source. Il n'a pas été classé, c'est parce que il a pas abandonné, mais il a fait autre chose entre-temps. Non, non, Ah, bah, moi, c'est j'avais normal, pensé hein. qu'il avait Moi, j'avais- percuté un sous-marin ou un truc comme ça, tu vois, un truc improbable, quoi. Ou alors il J'allais s'était dire dit, il s'était dit la voile c'est de la merde et il avait sauté par-dessus bord, quoi. Ouais, j'allais dire qu'il était décédé et qu'on lui avait attitré qu'on lui avait donné le titre à titre posthume, quoi. Mais enfin, bon. Non, non, c'est une Ah oui, bonne pas mal, réponse ça aussi. de Timothée Robert. Et on rappelle pour ceux qui nous suivent, je jure, Jean, désolé. Merci d'être trop intelligent pour toi. C'est Mehdi C'est ma qui petite fait un peu. vengeance. C'est Mehdi qui fait un peu la gueule parce que pour ceux qui nous suivent à la radio et sur le YouTube de l'émission Sportez-vous bien, et ils ont l'habitude un petit peu des questions, c'est surtout, on est d'accord, messieurs, hein, c'est Mehdi qui survole en général les questions du jour. On va parler un peu football et là, on va commencer. Enchaînez vite. Pardon? Enchaînez vite, là. Dépêchez-vous, là. Il faut que ça parte. Il est Il est pas bien, il est tendu. On va enchaîner vite. On parlait de Ligue 1 un petit peu. On parlait de football et d'Arsenal. On parlait moins de Ligue 1. On va parler un petit peu de Ligue 1. Donc en ce moment, on aurait dû se dérouler encore une fois une journée de championnat. Par exemple, hier, il y aurait dû avoir le derby entre Nîmes et Montpellier. Et voilà, la Ligue 1, le Paris Saint-Germain doit se diriger vers le titre de champion de France. J'ai regardé un petit peu et j'ai vu qu'il y avait 19 champions de France différents de toute l'histoire de la Ligue 1. Messieurs, je les veux tous. Mais attention, vous vous doutez bien qu'il y a des fois plusieurs villes qui peuvent être champions de France. C'est comme en Angleterre, si vous me dites Manchester, vous me précisez. Manchester United ou Manchester City. Liverpool, vous me dites Liverpool ou Everton. Et pour Londres, vous me dites Arsenal, Chelsea et Tottenham. Ah bah non, Tottenham n'est pas champion d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il y a, Mehdi? L'année, s'il vous plaît, parce qu'il y a les D1, il y a la D1 aussi. Donc, est-ce que c'est Depuis 1930 et quelques. Tous les champions de D1, Ligue 1, Ligue 1 Conforama, Ligue 1 Orange et tout le tralala. Est-ce que vous êtes prêts? On démarre avec vous, Timothée Rouvière. Paris. Le Paris Saint-Germain, 8 fois champion Paris de France. Le club évolue encore une fois, bien évidemment, en Ligue 1, 8 fois champion de France. La première fois en 86, la dernière fois l'année dernière et normalement 2020 devrait être la prochaine. Mehdi Guillonneau. Lens? Lens une seule fois, ce qui est assez bizarre. Lens a été champion de France une seule fois 18. en 1998, la bonne année du football français. Il n'y en a qu'un seul, il y en a deux qui notent. Il n'y a que Mehdi et Maxime aussi se met à noter. Attention, attention. Marek Keita. Et Marseille, on va faire les gros comme ça. L'Olympique de Marseille, 9 titres de champion de France, le premier en 1937, le dernier en 2010 avec Didier Deschamps. Bonne réponse. Maxime Brossard. Je vais dire Lyon. L'Olympique lyonnais, 7 fois champion de France à la suite entre 2002 et 2008. Ce qui est un record d'ailleurs dans le championnat de France sur ces 7 titres de champion de France consécutifs.
Timothée Rouvière. Lille. Le LOSC, bien évidemment, 3 fois champion de France en 1946, en 1954 et le dernier en 2011 avec un certain Eden Hazard. Mehdi Guillonneau. Reims. Le grand stade de Reims d'un certain Raymond Coppa, bien évidemment, 6 fois champion de France. Il y avait la bataille dans les années 50 avec un autre club que je ne citerai pas, bien évidemment. Le premier titre en 49, le dernier en 62 pour le stade de Reims. Bonne réponse. Marek Keita. Montpellier. Le Montpelliéraud, une seule fois champion de France, c'est l'un des plus grands exploits du football français, du football européen sur ces dernières années. Montpellier champion de France en 2012, où il jouait le maintien cette année-là au début de saison avec un certain Olivier Giroud. Gagner un championnat de France avec un karting, c'est pas mal. Maxime Brossard. J'ai dit Lyon, je vais dire Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est le recordman. C'est le recordman encore pour quelques temps parce que je pense que le Paris Saint-Germain va bientôt le doubler. 10 titres de champion de France, le premier en 1957, le dernier en 1981. L'AS Saint-Étienne. Timothée Rouvière. Je vais dire Nantes. Le FC Nantes, 8 fois champion de France. Le premier, c'était en 1965 et le dernier, c'était avant l'épopée de l'Olympique Lyonnais en 2001. Le FC Nantes. Mehdi Guillonneau. On va continuer dans les classiques. Monaco. À Monaco, 8 fois aussi. Il y a le PSG 8 fois, Nantes 8 fois et Monaco 8 fois. Le premier en 61 et le dernier en 2017 avec l'éclosion d'un certain Kylian Mbappé. Cette année-là, Monaco avait réussi même à aller en demi-finale de la Ligue des Champions. Marek Keita. Les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux. Vous me les faites quasiment tous dans l'ordre. C'est magnifique. Les Girondins de Bordeaux, 6 fois champions de France. Le premier en 1950 et le dernier en 2009 avec Johan Gourcuff, Marouane Chamakh, bien évidemment. Et alors, à la tête de cette équipe, c'était Laurent Blanc. Maxime Brossard. Je vais dire la JOCR. La JOCR, une seule fois champion de France. Ils avaient fait le doublé l'année de ma naissance en 1996. Timothée Rouvière. Je dirais Nice. L'OGC Nice, 4 fois champion de France. Ils étaient en bataille avec le Stade de Reims dans les années 50. Ils ont été champions de France en 51, 52, 56 et 59. L'OGC Nice. Mehdi Guillonneau. Est-ce qu'on va réussir un grand chelem? Strasbourg, un titre. 78-19 par là. 79. Bonne réponse. 79. Strasbourg, qui a été une seule fois champion de France. Marek Keita. Il vous reste 5 clubs. Attention, il reste 5 clubs champions de France de Ligue 1. Est-ce qu'il n'y a pas Angers? Pas du tout. Je pensais à Raymond Coppa, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Élimination de Marek Keita. Moi, je vais commencer à me vexer. Maxime Brossard. Sochaux. Eh ben oui, bien évidemment. C'est honteux. Vous ne l'avez pas dit en premier, c'est absolument honteux. Vous deviez C'est fait exprès. Sochaux a été champion de France 2 fois, en 1935 et en 1938. Bonne réponse, Maxime Brossard, qui aura bien évidemment une prime. Timothée Rouvière. Je dirais le RC Paris, le deuxième club de Paris. C'est une super bonne réponse. Le RC Paris qui existe toujours en National 3, une fois champion de France en 1936. Il reste 3 clubs. Mehdi Guillonneau. Le premier à avoir été champion, si je ne dis pas de bêtises, c'est 7. Non, ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. Mais le FC 7 a été champion de France 2 fois. Il se battait avec Sochaux et Marseille cette année-là en 1935 et en 1939. Et là, messieurs, il vous reste 2 clubs. Il reste Maxime, Mehdi et Timothée. Les 2 clubs, je peux vous donner un indice, ont disparu les 2. Ils n'existent plus. Moi, j'en ai un. C'est sûr. J'en ai un aussi, moi. Maxime Brossard. J'avais 7 à la base, mais je crois qu'il y avait… Est-ce qu'il n'y a pas Roubaix? C'est une super bonne réponse. Roubaix, qui a disparu donc et qui avait été champion de France en 1947. Roubaix, une seule fois champion de France. Il reste un club, la bagarre. C'est celui-là que j'avais. Roubaix, je ne l'avais pas. Ah, moi j'en ai un dernier. C'est à moi? Oui. Ouais. Je dirais Tourcoing. Et non, Tourcoing, c'est Roubaix. C'est Roubaix. C'est l'autre club de Lille. Élimination de Timothée Rouvière. Et Mehdi Guillonneau pour faire gagner et Mehdi et Maxime.
Je l'ai. Allez-y. C'est l'autre club de Lille. C'est Non, mais c'est l'autre club de Lille. L'Olympique Lillois. L'Olympique Lillois. Olympique Lillois. Bonne réponse de Mehdi. On va la donner à Mehdi quand même. Mais non. Ah si, l'Olympique Lillois qui a été champion de France en 1933, c'est le premier champion de France. L'Olympique Lillois qui a fusionné avec le LOSC, donc on peut presque dire que le LOSC a 4 titres de champion de France. Mais voilà, c'est l'Olympique Lillois. Donc, victoire J'ai fait une liste, j'en avais 17 sur 18. sur 19. C'est beau. Je tiens à préciser. C'est beau, c'est beau. Donc victoire de Mehdi et victoire de Maxime Brossard qui n'ont pas été éliminés. Marek qui a fini bon dernier avec le SCO d'Angers. Et Timothée Rouvière qui, je l'aurais accepté, tout le problème, c'est qu'il venait de dire Roubaix et malheureusement il a répété un petit peu le même champion de France. On va partir sur du tennis. On va faire du tennis, messieurs. En 2001, à Wimbledon, je pense que là vous allez trouver, à 2001 à Wimbledon, s'est passé un truc quand même assez extraordinaire. C'est quoi? On n'a pas plus d'infos. Le match le plus long de l'histoire? Non. Non. C'est Mahu Isner, ça. C'est 2001. Oui. Que s'est-il passé à Wimbledon 2001 qui encore aujourd'hui, moi à titre personnel, chapeau. Vous nous laissez sans voix, Jean. Ah ouais, je fais souvent cet effet-là, Mehdi. À Wimbledon, il y a quoi? C'est le tennis, des problèmes de météo, peut-être? Du tout, c'est sportif. Là, c'est clairement sportif. Est-ce qu'il y a un match qui ne s'est pas joué sur de l'herbe, peut-être? Non. Est-ce que c'est par rapport à un joueur? Oui. C'est un joueur en particulier. Oui. C'est un C'est la joueur qui première victoire? Non. C'est un joueur qui n'a pas perdu un set de tout le tournoi. Non, ça arrive souvent. Oui, Nadal. Mais par contre, ça reste quand même assez incroyable de réussir un grand chelem sans perdre un set. On est d'accord avec ça. C'est quelqu'un qui a été loin dans le tournoi? Ah, il a été très loin dans le tournoi. Au vainqueur. Déjà, est-ce que c'est un homme ou une femme? C'est un homme qui a gagné le tournoi. Je l'ai entendu, je crois que c'est Marek qui l'a dit ou Timothée, mais il a gagné le tournoi. Et c'est justement le fait de gagner le tournoi qui est assez incroyable. Mais pourquoi? Parce que c'était le plus jeune joueur de l'histoire du tennis? Parce qu'il était qualifié. Non. Parce que c'était… C'était une invitation. C'était une invitation. Bonne réponse de Timothée Rouvière. C'était une wildcard. Il remporte Wimbledon en étant wildcard. Alors, c'est pas n'importe qui. C'est pas le gamin de 17 ans. C'est Goran Ivanisevic, le Croate, qui, bon, lui, il a quand même une carrière incroyable. C'est son dernier titre. Il a eu 22 titres en simple. Il a commencé à Stuttgart, premier titre à Stuttgart en 1990. Il termine son dernier sur le toit du Royaume-Uni avec Wimbledon. Il fait 4 finales à Wimbledon. Il fait 2001 où il gagne, mais il perd en 92 contre André Agassi, désolé du peu, et il perd en 94 et 98 contre Pete Sampras, désolé du peu aussi. Il fait 4 finales de Wimbledon. Par contre, il a une carrière énorme. Et il bat un autre record. Il bat un autre record lors de ce tournoi. Je vais vous le donner. Il bat le nombre de records d'ace dans le même tournoi. 213 ace. 213 ace dans le même tournoi, ce qui est absolument titanesque. Et donc, il remporte Wimbledon, il remporte un grand chelem en étant wildcard, ce qui est absolument incroyable. Mais par contre, il a une carrière assez incroyable. Il a remporté la Coupe Davis en 2005 en étant remplaçant, mais il l'a gagné quand même. Il a 2 médailles olympiques gagnées à Barcelone en 92, 2 médailles de bronze en simple et en double. Il fait 2 finales perdues en double à Roland-Garros en 1990 et 1999. Il remporte 2 Master 1000 à Stockholm et à Paris-Bercy. Donc une énorme carrière quand même. Et remporter une wildcard qu'est-ce qu'il avait dit? J'avais le nom, j'avais le record d'ace, d'accord? Et je me suis trompé entre qualif et wildcard et Timothée en a profité. Messieurs, voilà, j'ai juste une question. Est-ce qu'on n'est pas en train de découvrir Mehdi mauvais perdant là? Ah. Un peu quand même, non? Non, aucunement. Timothée, bien joué. Vous profitez de la situation. Profitez de la situation. Énorme.
Timothée Rouvière, vous qui suivez, comme beaucoup ici, le tennis, ça peut arriver une wildcard qui gagne un grand chelem aujourd'hui ou ça paraît très compliqué avec les mastodontes qu'il y a aujourd'hui? Aujourd'hui, ça me paraît compliqué. Il y a une telle densité au niveau mondial qu'une wildcard, c'est compliqué. Sauf si c'est une pépite tennis mondiale en devenir. Mehdi Guillaume. Attendez que Maxime Brossard se mette au tennis. Voilà, jamais de la vie. Jamais de la vie. On peut trahir, J'ai du mal à regarder à la télé, alors m'y mettre. on peut trahir un petit secret, Maxime? Oui, allez-y. En fait, à la radio où on enregistre l'émission quand on n'est pas en période de confinement, et je vois Mehdi qui rigole, il y a une table de ping-pong. Et comment dire avec une raquette, Maxime Brossard, c'est pas ça du tout. Ah non, c'est une catastrophe. Autant vous me faites faire du foot ou du rugby jusqu'à 60 ans et plus si vous voulez, même tout casser, mais du tennis, jamais, jamais de la vie. Mais à la fin du confinement, on ira sur un cours de tennis, je vais vous entraîner. Et là, vous allez. On ira faire un pique-nique. On va changer de sport, ou pas, quoique. On va partir aux Jeux Olympiques. Lucien Domitius a été champion olympique de quoi? Lucien Domitius. De domino. C'est quelles années? C'est autour de quelles années? En 68. Donc C'est Mexico. encore les 68, décidément. Mexico 68. Donc. C'est pas du saut en hauteur? Du tout. Et on part pour 4 minutes. Lucien Domitius. C'est une discipline qui est toujours olympique ou ça a disparu? Elle est plus olympique. Oula. C'est de l'athlétisme? Non. Ce serait pas Est-ce que de c'est une l'architecture ou de la peinture comme on a eu la dernière fois? Ah Ouais, non, est-ce non, que c'est non, une- non, non. c'est pas une Il discipline y a des champions cérébrale? olympiques de peinture, d'architecture, de littérature. On en avait parlé dans l'émission il y a quelques semaines. Non, ce n'est pas ça. C'est quand même, ouais. C'est une performance qui se fait avec un objet en particulier. C'est pas juste une performance physique. Il y a une performance physique aidée d'un objet ou d'un objet, oui. On peut, je ne sais pas si on qualifie ça d'objet, mais oui, il y a quelque chose avec. Ça serait pas un sport mécanique? Mécanique, non. C'est un sport cérébral Du tout. ou on... Il y a une certaine tactique, comme dans tout sport, tout concours olympique, etc. Il y a une certaine tactique, mais ce n'est pas l'essence même. C'est avec un véhicule ou pas? Le bûcheronnage sportif. Qu'est-ce qu'il y a, Timothée, pardon? C'est avec un véhicule? Un véhicule, oui. Ok. Mehdi? Non, je disais le bûcheronnage sportif, mais du coup, la tronçonneuse, c'est pas un véhicule. Avec la moto? Il vous reste 2 minutes. Non, pas la moto. La trottinette. Non, Est-ce que ça flotte? du tout. De skate. On peut essayer, mais ça m'étonnerait. De skate. Non, Ça roule? Roulette. ça roule. Le roller. Le roller. Est-ce Non, roller, non, il me reste 1 minute. ça roule? Est-ce que ça roule? Ça roule. Oui, ça roule. Mehdi, qu'est-ce qu'il y a? Un roulette. Non, Le bowling? non. C'est un véhicule. Le monocycle? 30 secondes. Non, La balle au prisonnier? c'était sûr que j'allais vous piéger là-dessus. Lucien Est-ce que Domitius, ça existe? champion olympique. Est-ce qu'on utilise encore aujourd'hui ce véhicule? Est-ce qu'on l'utilise encore régulièrement aujourd'hui dans notre vie quotidienne? Régulièrement, non, on peut l'utiliser encore. C'est un oui. véhicule. Mais régulièrement, non. Et je pense que nous, ici, on l'utilisera jamais. Un tricycle? Ouais, un tricycle, ouais. Et Un le monocycle, ouais. Je me marre, mais qu'est-ce que je rigole. Un deltaplane? C'est Un fini. deltaplane? Non, De moi. Pardon, Mehdi? Un monocycle? Un Solex. Non, c'est fini. Solex. Monsieur. C'est fini, c'est fini. Je vous ai dit, Lucien Domitius, il a été champion olympique en 68. Et pourquoi vous parlez de Mexico? Si je vous dis Néron, champion olympique en l'an 68, il est champion de char, course de Ah oui. en l'an 68, les tout premiers Jeux olympiques, c'est Néron qui a été champion olympique en 68 et il s'est suicidé malheureusement quelques
Quelques mois après, il s'est égorgé lui-même parce qu'il allait être capturé près de Rome. Mais voilà, c'était en l'an 68, course de chars. Mehdi, qu'est-ce qu'il y a? Alors, juste une information à part, moi je viens de recevoir une notification sur mon portable, ça va peut-être à prendre avec des pincettes, mais Emmanuel Macron aurait annoncé qu'il n'y aurait pas de Tour de France. En juillet. En Ouais, juillet. il n'y aurait pas de Tour de En France en juillet, juillet, donc ça décalé. voudrait dire un décalage. Ouais, Ou alors en août ou en septembre. Mais bon, on verra. on verra. On verra. Donc, c'était une bonne question. Mais vous me dites en quelle année? Bah, je vous dis en 68. Et ouais, mais c'est le Mexico d'entrée, ça nous a planté, quoi. Ah, mais moi, quand Mehdi me dit, bon, c'est Mexico 68, Ah ouais. et je suis comme ça. Tout va bien. On passe, et je suis très, très fier. Mais là, vous n'avez pas donné le nom en entier, quand même, hein, normalement. Ouais. Ah non, mais là, je peux pas, parce que là, on a plus d'émission. Après. Et, ouais, ceci dit, on n'aurait peut-être pas trouvé. Hein. Non, mais Non, mais- Néron, si je vous dis Néron, vous allez trouver. On aurait trouvé, je pense, ouais. Non, mais même au-delà de ça, On pense, ouais. le Domitius, on aurait dû s'en douter, on est comme des ballons. Ouais. On est d'accord. Et enfin, la dernière question, messieurs, on a parlé de Ligue 1. Ben, je vous pose la même question, exactement la même, avec le top 14. Alors, même question que Mehdi, quand je dis top 14, je parle de top 14, de top 16, de champion de France de rugby. Il y a 26 champions de France différents de rugby. On a commencé avec Timothée Rouvière, on fait l'inverse. On va commencer avec vous, Maxime Brossard. Eh ben, le Stade Toulousain. Et non. Le Stade Toulousain, 20 fois champion de France, le premier en 1912, le dernier en 2019, l'année dernière. Sinon, ils ont fait 7 finales perdues. Le Stade Toulousain, bonne réponse. Marek Keta. Castres. Castres, 5 fois champion de France, club de top 14, le premier en 49, le dernier en 2018. Mehdi Guillonneau. Toulon. Toulon, 4 fois champion de France, le premier en 1931, le dernier en 2014, de RCT. Timothée Rouvière. Clermont. Clermont, bien évidemment. 2 fois vainqueur en 2010 et 2017, sinon ils ont 12 finales perdues de phase finale de rugby. Clermont-Auvergne. Maxime Brossard. Ben, le Stade français. Le Stade français, il y a Toulouse numéro 1 et le Stade français numéro 2, 14 victoires. Le premier en 1893, le dernier en 2015 pour le Stade français. Marek Keta. Et Montpellier, Et non, ils n'ont jamais été? Montpellier est l'un des 2 seuls clubs de top 14 à ne jamais avoir été champion de France. Montpellier a 2 finales perdues uniquement. Et voilà, Montpellier n'a jamais été champion de France. Cachez-vous, Marek Keta. Et en Non, mais pas d'entrée. Mehdi Guillonneau. Et on est d'accord que c'était quand même une spéciale Maxime Brossard, celle-là. S'il ne la gagne pas, c'est honteux. Ah, J'ai gagné le foot quand même. Hein. Comme vous pour la Ligue 1, par exemple. Attendez, j'ai gagné le foot. Et la semaine dernière, j'ai quand même été bon au foot. Hein. J'ai trouvé C'est les vrai. deux foot aussi. C'est vrai. Ok, Mehdi Guillonneau. Ouais, mais bon, les sports mineurs comme ça, 26, tu en trouvais 26. Oui, Ça n'a pas été dit, je crois, clairement. Et si, ça a été dit. Oui, par Timothée. Sérieux? Ah, je ne l'ai pas barré? Ah, mais j'en ai plein d'autres en plus. Ça a été dit. Clermont a été dit par Timothée. Ils ont été 2 fois champions de France. Au revoir, Mehdi. J'en ai plein d'autres. Putain. Timothée Rouvière contre Maxime Brossard. Je ne sais pas si ça a été dit. Je ne sais pas si ça a été dit, donc je ne vais pas le dire. Je dirais Biarritz. Biarritz, 5 fois champion de France. Ben Le oui. premier en 1935, le deuxième en 2006. et jamais avec Serge Blanco. Serge Blanco n'a jamais été champion de France. Et ça, c'est une énorme performance quand même. Hein. Maxime Brossard. Perpignan. Perpignan, 7 fois champion de France, le premier en 1914, le dernier en 2009. Marek Mehdi éliminé. Timothée Rouvière. Béziers. Béziers, 11 fois champion de France. Béziers en 1961 et le dernier en 1984. Maxime Brossard. Bordeaux-Bègles. Enfin, Bègles, du coup, le SAVBG. L'Union Bordeaux-Bègles. Alors, c'est plus Bègles qui a été champion Bègles. de France que Bordeaux, mais aujourd'hui, c'est Bordeaux-Bègles. 9 fois champion de France, le premier en 1899, le dernier en 1991.
l'Union Bordeaux-Bègles qui est leader du top 14 lors de cette saison et on attend de voir la suite du championnat. Bonne réponse. Timothée Rouvière. Le Loup, Lyon. Vous avez bien fait de préciser le Loup, Lyon, qui a été 2 fois champion de France en 1932 et 1933. Vous avez eu chaud. Maxime Brossard. C'est Maxime Brossard c'est une séance de pénalty. C'est Maxime Brossard qui a commencé. Donc si Maxime se trompe, il faut que Mehdi réussisse. Timothée, pardon. Mehdi est éliminé. C'est à moi, du coup. Lourdes. Lourdes, bien évidemment, 8 fois champion de France. Le premier en 1948 et le dernier en 1968. Il y a eu beaucoup de miracles là-bas. Timothée Rouvière. Agen. Agen, 8 fois champion de France aussi. Le premier en 1930, le dernier en 1988. Maxime Brossard. Ça s'envoie du ping-pong là. Je dirais Pau. La section paloise, on salue Coraline qui est notre réalisatrice à la radio. Et la section paloise, 3 fois champion de France en 1928 pour la première fois, en 1964 pour la dernière. Puis en général, quand Pau va en finale, c'est pas bon signe pour l'adversaire puisqu'ils ont perdu aucune finale. La section paloise. Timothée Rouvière. Narbonne. Narbonne, 2 fois champion de France en 1936 et en 1979. Maxime. Moi, je dirais Bayonne. Bayonne. Je ne sais même pas pourquoi Mehdi ne l'a pas dit tout de suite. Mais je l'ai, mais je l'avais sur ma liste, mais pour après. Mais tous ceux que vous avez cités, je les ai. Je les ai. Bayonne, triple champion de France. Le premier en 1913 et le dernier en 1943. Timothée. Montauban. Montauban, une seule fois champion de France en 1967. Montauban. Je vais sortir les classiques là. Je vais dire Carmo. Oh là, s'il part là-dessus, c'est qu'il est blindé. Il est blindé. Carmo, une seule fois champion de France. Ils évoluent en promotion d'honneur aujourd'hui et ils ont été champions de France en 1951. Là, Timothée va falloir être fort parce que je crois qu'à côté, il est blindé. En sachant qu'il reste un club de top 14 que vous n'avez pas cité. Et il reste 2 clubs de Pro D2. Tout le reste sont en fédéral 1 ou disparus. Quillan. Non. Quillan en fédéral 3, 1929. Ouh là, il y a du débat. Ça envoie des belles cartouches là. Ouais, là, ça envoie là. Maxime. Je vais dire Tarbes. Aïe. Oui, Tarbes, 2 fois champion de France en 1920 et 1973. Fédéral 1 aujourd'hui. Timothée Rouvière. Vienne. Vienne, qui est aujourd'hui en Fédéral 2, une fois champion de France en 1937. Ouh là, on n'est plus sur du ping-pong, on est sur une finale Nadal-Federer là. Maxime Brossard. Il vous reste toujours le dernier de top 14. Enfin, le dernier, pas le dernier au classement, le dernier club de top 14. Ben oui. Ouais, d'ailleurs, je suis en train d'y réfléchir. Le Racing. Le Racing 92, qui a été champion de France 6 fois. Le premier en 1892, le dernier en 2016. Ce n'était pas en France, c'était à Barcelone parce que les stades en France étaient réservés à l'Euro de football organisé en France. Il vous reste 1, 2, 3, 4, 5 clubs. 5 clubs, messieurs. Mon dernier, c'était le Racing, donc j'en ai plus là en tête. Je vais tenter. En Pro D2, il en reste? Il reste 2 clubs de Pro D2. Non, Mehdi. Non. Moi, j'en ai encore. Ah si, j'en ai un, c'est bon. Non, mais je vais tenter Colomiers, mais non. Et non, Colomiers, non. Colomiers a la particularité d'être comme Nottingham Forest au foot en Angleterre. Ouais. Colomiers a plus de titres de champion d'Europe que de titres de champion de France parce que Colomiers n'a jamais remporté le top 14. Ils l'ont perdu une fois en 2000 en finale. Donc, victoire de Maxime Brossard, encore une fois. Je vais essayer de continuer. Et allez-y. Il reste 5 clubs, messieurs, tout le monde. Je ne veux pas vous dire de bêtises, Maxime, mais est-ce que vous pouvez approuver? Oui. Est-ce que Dax est champion de France ou pas? Ah ouais, Dax. Non, c'est Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan alors. Mont-de-Marsan a été champion de France en 63. Ok. Je dirais, je ne suis pas sûr. Hein. La Voulte Valence. La Voulte en 1970. Ça, c'est fort. Oula. Il vous reste 3 clubs, un club de Pro D2 et 2 clubs disparus. Moi, j'en ai peut-être un.
Le Club de France. Il n'y avait pas un truc comme ça qui s'appelait Club de France? L'Olympique Paris. Ok. L'Olympique Paris en 1896. Donc là, Lucas Serdic doit avoir des souvenirs de jeunesse. En 1896, on le salue bien évidemment. Sinon, il reste Grenoble, qui a été champion de France. Le FC Grenoble, c'est le football club de Grenoble qui a été champion de France au rugby, un peu comme le Paris Saint-Germain qui a le foot, le handball, etc. Et un autre football club, Lyon, le football club de Lyon qui a été champion de France en 1910. Et pour Grenoble, c'est en 1954. Il manque aucun. On a tous réussi. Par exemple, un autre club de top 14 qui n'a pas été champion de France, c'est Brive, qui a fait 4 finales perdues, mais aucun titre de champion de France pour Brive. Champion d'Europe en 97 en plus. En plus. Et voilà, donc on a tout. Victoire de Maxime Brossard et de Timothée Rouvert pour le foot, de Maxime Brossard pour le rugby, de Timothée Rouvert sur une question. Grosse performance de Marek Keta à saluer, éliminé et aucune bonne réponse. Merci Marek de la présence. Merci messieurs, nous on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Passez une bonne semaine. J'espère qu'on va trouver un peu de sport encore à la télé. Qu'est-ce qu'il y a, Mehdi? Non, elle sera pas bonne. Je suis pas content de ma performance, que ce soit aussi sur le plan émotionnel, tout ça. J'ai pas bien joué, donc je serai pas bien toute la semaine. Il faudra se préparer cette semaine pour la semaine prochaine, le match de lundi soir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Sportez-vous bien.